Donc c'est parti. Donc là, on va commencer le deuxième volet du live coding un peu fil rouge qu'on a décidé de mettre en place dans les Proxy Monday sur l'architecture réactive. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc Nicolas Lenouvel, je suis consultant senior à Proxiad Axecen. Alors, pour ce deuxième volet, donc, on va s'attarder à mettre en place de la persistance de données dans notre architecture réactive. Le premier volet, je vais faire un rappel pour vous remettre un peu dans le bain. Et je désactive le son de Yann qui visiblement nous a un petit larcène, désolé. Vas-y pas de Nicolas, je t'en souci. prie. Je vais vous présenter du coup un peu plus en détail ce qu'on va faire aujourd'hui et un petit peu de théorie sur la persistance des données et les différents liés au concept de l'architecture réactive. Et ensuite, on va pouvoir démarrer tout ça. Donc, petit rappel du coup sur l'architecture réactive, vraiment très bref, avec les 4 concepts qu'on peut voir ici, qui sont responsive, donc répondre dans un temps, on va dire, modéré et suffisamment rapide pour que l'utilisateur ait une bonne expérience du projet. La résilience, c'est la capacité à faire face aux erreurs et à ne pas ne pas tomber quand on rencontre des erreurs. L'élasticité, c'est la capacité à s'adapter à la charge que le projet va subir, l'application va subir. Et message driven, c'est tout ce qui est passage de messages qui vont être asynchrones entre les différentes applications pour décorréler en fait les différentes applications qu'on va avoir dans notre architecture. Alors, le projet, à la base, c'était une simple API de gestion de personnes avec des hobbies, donc un CRUD et une recherche. Une personne peut avoir ou non des hobbies. Donc, un modèle relativement simple. L'architecture cible, donc avoir d'un côté un back-office qui permet d'écrire des données, de les persister dans une base relationnelle, et de passer à un second back-office un traitement à faire via un message donc asynchrone, et que le résultat de ce traitement serait, lui, sauvegardé dans une autre base de données NoSQL, et que sur ce back-office-là, on pourrait faire que de la lecture. Donc là, c'est notre cible, avec les 4 grandes lignes de l'architecture réactive, la performance, la résilience, l'élasticité et les temps de réponse. Tout au long de la chaîne de traitement de nos données. Aujourd'hui, on va faire la partie persistance. Donc, sur une base de données relationnelle et sur une base de données NoSQL, on va avoir le relationnel sur du Postgre, le non relationnel sur du MongoDB, et il nous restera pour la prochaine fois la petite brique de passage d'informations entre les deux back-office. Donc, on va parler un petit peu des notions d'architecture réactive au sein de la persistance des données. Typiquement là, sur une base de données relationnelle de type Postgre. Pour augmenter les performances, on peut faire ce genre d'architecture, à savoir avoir une architecture master-slave. Donc, c'est une architecture verticale, c'est-à-dire que toutes les données qui vont être écrites sur le master seront répliquées en quasi temps réel sur une base esclave. Donc, ça va permettre, par exemple, d'avoir sur le master que des écritures et sur l'esclave que des lectures. Donc là, on va avoir, grâce à cette élasticité du modèle, des meilleurs temps de réponse et donc des meilleures performances. Ça, ce sont des choses qui sont assez natives sur les différents SGBD qu'on peut avoir, donc facile à mettre en œuvre et auxquels il faut penser dès qu'on commence une application pour être sûr du modèle sur lequel on part, pour savoir si on a vraiment besoin d'une grosse performance en écriture et d'une autre grosse performance en lecture sur notre modèle relationnel. De la même manière, sur du NoSQL, donc avec l'exemple de MongoDB, on va avoir le même genre de réplication des données verticales. Bon, là, c'est un réplica set qu'on va avoir sur
sur une collection, par exemple, ou une base complète. Ça, c'est la réplication verticale telle qu'on la connaît sur un SGBD. Et on va pouvoir aussi avoir, pour tout ce qui est performance, une élasticité horizontale qui s'appelle le sharding. Et en fait, on va répartir les données sur deux sets de répliques à 7 selon une clé de shard qui va dire telle donnée doit aller sur le premier réplique à 7 ou telle donnée doit aller sur l'autre. Par exemple, la clé de base, c'est la clé primaire de la base de données. Sur MongoDB, c'est basé sur un timestamp. Donc, on va avoir des données, par exemple, plus anciennes sur le réplique à 7.1 et plus récentes sur le réplique à 7.2. Et là, ici, on a le MongoS qui va orchestrer tout ça et qui sait à tout moment quelle information est quelle sur réplique à 7 pour rediriger les requêtes vers les bons sets de réplique à 7. Donc voilà, ce sont des façons dans l'architecture réactive de mettre en place quelque chose de plus performant avec des bons temps de réponse, mais au niveau du coup de l'accès à des données persistantes. Donc on va pouvoir démarrer. On va aller directement dans le code et je vais vous présenter mon IntelliJ. Donc la semaine dernière, on avait mis en place des contrôleurs qui permettent de créer des personnes, de leur ajouter des hobbies, de modifier ces personnes, etc. Donc, on va repasser brièvement. Donc, on a un premier web service pour ajouter des personnes, un second pour les modifier, un troisième pour les supprimer. Là, on va avoir une petite complémentarité sur une recherche pour qu'on puisse vérifier que nos données sont bien persistées. À contrario de la semaine dernière, là, on va mettre en place un vrai système de persistance des données et puis une persistance mémoire pour permettre que si on redémarre notre application, qu'on ne perde pas nos données. Donc, au niveau de la configuration du projet Spring Boot, ça va se présenter de cette façon-là. Donc, j'ai créé deux modèles, un modèle pour ma base NoSQL et un modèle pour ma base relationnelle. Pour ma base SQL, j'ai des annotations pour décrire mes différents champs, mes séquences liées à tout ce qui est JPA, donc Javax Persistence API. Et au niveau de mon modèle Mongo, je vais avoir plutôt des annotations qui sont orientées MongoDB que Spring me fournit pour dire que ça, c'est ma clé primaire, sur quelle collection je vais devoir persister ou relire mes données. Donc ça, c'est la création du modèle. C'est quelque chose d'assez basique. Quand on regarde au niveau Postgre, ici, on a la relation one-to-many avec notre table de jointure person-hobbies. Donc là, c'est une jointure qu'on décrit clairement avec les différentes clés. Contrairement à MongoDB où là, le modèle n'est pas complet, mais si je voulais mettre ma liste de hobbies, je n'aurais pas du tout à dire quel type de relation on a. Je mettrais directement que j'ai une liste de hobbies dans mon objet personne. Je l'appelle hobbies. Et c'est comme ça que ça se construira et que ça se persistera parce qu'on n'a pas de relation physique entre les données dans du NoSQL. Donc ça, pour l'instant, je le mets de côté. Ce ne sera pas l'objet de la partie Mongo. On va moins l'avoir que la partie SQL aujourd'hui. Ça fera l'objet d'un prochain Proxy Monday. Je vais passer à la partie la plus intéressante pour aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on va interagir avec notre base de données pour que ce soit performant, résilient et qu'on ait des bons temps de réponse. Donc, via des interfaces que Spring va me donner, je vais avoir accès à différentes méthodes qui vont me permettre de sauvegarder, d'accéder en fait à mes objets. Pour la partie Mongo, je vais avoir des petites méthodes qui vont m'être proposées, qui vont me permettre de gérer mes données. Pour la partie Postgre, ça va être la même chose, mais de façon un tout petit peu différente vu que c'est du JPA. Mais le nom des méthodes sont relativement communes, comme on peut le voir là. Donc, parmi les choses qu'on peut faire pour accroître notre performance sur un pool, par exemple, de connexion SQL, c'est justement, j'ai donné la réponse dans
dans ce que je venais de dire, c'est on va mettre en place des pools de connexion qui vont nous permettre non pas de faire des requêtes une par une, mais d'avoir plusieurs connexions simultanées sur notre base de données. Par défaut, alors je ne sais plus au niveau de Postgre combien ça en donne, mais on va avoir un pool de connexions ici que je vais mettre à 10 connexions. Voilà, pool size 100 avec minimum 10 en attente, donc qui sont prêtes à faire feu. Donc, c'est-à-dire que quand on va faire des requêtes, les connexions sont déjà établies, il n'y aura plus qu'à lancer la requête. Au niveau performance, c'est bien meilleur. On va avoir des timeouts pour gérer tout ce qui est problème de connexion à la base de données et plein de choses comme ça. Donc ça, c'est une petite chose qu'on rajoute par-dessus notre connexion JDBC et qui va être gérée par Hibernate, qui va nous permettre de faire des transactions sur notre base de données et de nous simplifier un peu la vie sur la gestion de notre modèle. Parce que Hibernate, c'est un ORM, c'est-à-dire qu'il va faire le mapping entre notre modèle objet et notre base de données et gérer la persistance des objets. Sur MongoDB, c'est un tout petit peu plus simple. On a un pool de connexion qui est par défaut à 100, donc je l'ai réécrit ici pour bien qu'on se comprenne. Et du coup, là, il n'y a pas besoin de surcharger. On a directement, avec Spring Data Mongo, le pool de connexion qui est à disposition et qui, du coup, permet d'avoir de bonnes performances pour exécuter les requêtes sur notre MongoDB. Voilà pour la partie accès aux données dans nos deux bases de données. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'application et on va commencer un petit peu à regarder ce que ça fait. Donc, comme la semaine dernière, j'ai mon Swagger qui est là et qui va nous aider. Voilà, donc l'application, elle est lancée. Hop, et c'est parti. Donc, je vais m'attarder plus sur mon contrôleur personne. Je vais créer une personne. Donc, je vais vous montrer là tout de suite mon modèle base de données dans la base Postgre, il est bien vide. Donc, je n'ai aucune personne enregistrée, aucun hobbies. Et au niveau NoSQL, là j'ai ma table personne et de la même manière, j'ai rien dedans. Donc, j'aurai pas de table hobbies parce que vu qu'on est non relationnel, les hobbies vont se sauvegarder en tant que liste, en tant qu'arrêt dans ma collection personne directement. Donc, si je reviens sur mon contrôleur, quand je vais créer une personne, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Donc, je vais passer une représentation de la personne que je veux créer. Et la première chose que je vais faire, c'est de vérifier si elle n'existe pas déjà. Donc, mon discriminant pour mon application, c'est le nom et le prénom. Donc, si j'en trouve une qui a déjà le même nom et le même prénom, je vais rejeter l'appel en disant que la personne avec ce nom et ce prénom-là existe déjà. Donc ça fait partie des petits mécanismes au niveau de l'architecture réactive pour tout ce qui est performance, parce qu'on va gérer très rapidement un retour KO en disant à l'utilisateur, avant de faire tout un tas d'opérations, que ce n'est pas possible parce qu'on a cette restriction nom-prénom qui nous empêche de créer deux fois la même personne. Une fois qu'on a vu que c'était possible de créer la personne, je vais faire une sauvegarde dans la base Mongo de la personne et une dans la base Postgre. On va regarder derrière du coup ce que ça donne. Je retourne sur mon Swagger. Je vais créer Nicolas Le Nouvel et je vais exécuter. Voilà, donc il m'a retourné mon nom et mon prénom et un ID, du coup ma clé primaire dans mon Postgre. Et du coup, je suis censé apparaître ici. Donc j'ai bien l'ID 5, je m'appelle bien Nicolas Le Nouvel. Je suis dans ma base Postgre et vu que j'ai fait la même opération côté Mongo, là, je me retrouve avec mon objet de la même façon. Donc on peut voir que l'ID qui a été généré, il est vraiment différent. C'est vraiment la façon de gérer les clés primaires entre Mongo et Postgre qui est différente. Et ça, en fait, ça peut se décrypter. C'est un hash d'un tas d'informations
et en particulier de la date à laquelle a été insérée la donnée dans la base de données. Et on a aussi ce champ classe qui s'est ajouté pour dire que en fait, quand on va faire le mapping, c'est un objet personne Mongo sur lequel on va faire le remapping de mon JSON côté Java. Si je reviens du coup sur mon Swagger, si je tente de réexécuter, je vais avoir cette fameuse erreur qui va me dire Nicolas Lenouvel existe déjà. Donc instantanément, je suis au courant que cette personne existe déjà, je ne peux pas la recréer. Et en base de données, que ce soit côté Mongo ou côté Postgre, on n'a pas eu de nouvelles données qui ont été insérées. Donc on a ici une bonne résilience, une bonne gestion des erreurs et une rapidité du temps de réponse pour informer l'utilisateur qu'il y a un souci. Alors, je vais revenir sur mes différents web services. Là, je vais pouvoir opérer des modifications. Donc, je vais prendre mon utilisateur. Alors, c'est un type, mon contrôleur, c'est un type put, donc ça va faire du replace all. Donc, ça veut dire que pour ma personne, donc moi d'ID 5, je vais changer mon nom. Hop, je vais faire une coquille, voilà, le nouvel. Et je vais garder mon prénom. Donc, c'est un replace all, il faut que je mette les deux. J'exécute. En retour, j'ai bien ma nouvelle valeur et elle est bien directement persistée en base de données, que ce soit dans le Mongo, je n'ai pas dû l'implémenter. Ça va être l'occasion de le faire. Hop. Donc là, j'ai fait ma transformation, j'avais ma transaction, donc j'ai chargé mon objet. Donc, je n'ai pas de save parce que ma requête est transactionnelle, donc tout objet chargé par le repository va être mis dans une transaction le temps que j'opère mes modifications et la transaction est fermée quand je sors de la méthode pour faire un commit automatique. Donc là, hop, je peux par exemple refaire mon save. Donc Mongo, pas de transaction, en tout cas pas dans la version que j'utilise là. Donc il faut absolument que ce soit moi qui opère les différents changements pour pouvoir les sauvegarder dans ma base de données. Donc, ma méthode de mise à jour, elle n'existe pas. On peut la coder très rapidement. Je vais avoir une personne Mongo en sortie. Hop. Donc, je la charge de mon repository. Personne Mongo repository. Mon find by ID. Mon ID de personne. Hop. Donc, je ne vais pas faire les vérifications d'usage parce que c'est un peu absurde. On n'est pas censé avoir les deux comment dire, vérifications à faire. Donc, je vais prendre directement ma recherche et faire mon merge ici. Donc, j'ai deux ID différents là au niveau de ma base entre ma base Postgre et ma base Mongo. Du coup, c'est pas facile de s'y retrouver. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au moment de la sauvegarde côté personne MongoDB, je vais réutiliser l'ID de ma base Postgre. Ça va être beaucoup plus simple à gérer. Donc, je vais faire ça vite fait. Mon save, il est là. Introduit ma variable locale. Hop là, getID. Voilà. C'est une string côté Mongo. Donc, je relance mon application, je vais créer une nouvelle personne. Et là, on va voir que les ID sont communs. Et ça va me permettre. Ah ben non, je ne peux pas lancer parce que je n'ai pas fini mon implémentation. Donc je la refais. Alors, pendant que tu l'as refait, Nicolas, on a une question qui est déjà revenue assez souvent la dernière fois. Joseph qui demande si la source est ou sera dispo sur un Git à la fin de la série sur architecture réactive. Alors moi, je vous donne tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci, tant que ça reste dans le cadre de la société, bien sûr. Et ben voilà. Donc, Joseph, je t'inviterai à contacter directement Nicolas par ProxyTalk et je pense qu'il sera un plaisir de te communiquer ce qu'il faut. Oui, il n'y a pas de souci.
Voilà. Save by ID mongo.get. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, je redémarre mon application. Donc, on va repartir sur une base fraîche. J'ai droppé, enfin, j'ai truncate plutôt. Et là, je truncate cascade aussi. Hop, voilà, super. On repart. Donc, de base, je crée mon prénom, mon nom avec tout ce qu'il faut. J'ai mon ID numéro 6. J'ai bien été créé ici et en théorie, si tout s'est bien passé, maintenant j'ai mon ID commun entre les deux. Ce qui va me permettre que quand j'opère une modification, que les données soient répercutées des deux côtés, que ce soit sur mon Mongo, sur mon Postgre, pardon, ou sur mon Mongo. Voilà, donc là on est synchro. C'est chouette. On va pouvoir, par exemple, ajouter un hobby. Ça va être intéressant. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas dans le Mongo. Il ne faudra pas le chercher. Je ne suis pas allé jusque-là. C'était quoi mon ID? 6. Donc voilà. Mince, je dis 6, je tape 5. Qu'est-ce que je vais mettre comme hobby? Je vais mettre basket. Ball. Voilà. Donc, ma personne a un nouveau hobby. Ça se matérialise comment? J'ai ma table de relations ici qui me dit ma personne 6 a le hobby 2. Du coup, je retrouve mon hobby 2 qui est basketball ici. Ça me donne quoi? Donc, côté Mongo, on ne va rien voir. Par contre, côté personne, hop, je vais pouvoir faire une requête, récupérer ma personne d'ID 6. Et je n'ai pas mappé dans mon DTO les hobbies, donc je ne peux pas les voir. Donc, ce qu'il faut que je fasse, personne Postgre. Oups. Ça, c'est bon. J'ai fait un find by ID, check persistance. Il doit me manquer une transformation. Personne DTO. Voilà. Dans mon DTO, j'avais pas la liste des hobbies, donc je ne pouvais pas les retourner. Donc, je vais rajouter une liste de hobbies DTO. Je vais l'appeler hobbies. Hop, on redémarre. Donc, mes données sont toujours persistées. Ça veut dire qu'une fois que je serai redémarré, je pourrai accéder à mes données sans avoir à les recréer, ce qui est logique. Hein. Mais c'est le but de notre démo aujourd'hui. Voilà, je suis démarré. En théorie, une belle erreur. Fail to convert, merging collection, blablabla. Ouais, il me manque une petite transaction. Donc, ça, c'est le principe d'Hibernate. Hein. C'est que quand je vais lire mes données, mes collections liées, elles sont en lazy loading. Donc, il faut faire une autre requête pour que je puisse les charger. Et ça se fait comment? C'est pas là que je voulais le mettre. Ça se fait voilà, par la création d'une transaction. Je vais y arriver. Au moment, voilà, je suis déjà transactionnel, donc c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là, je vois que ça. Au moment de créer d'accéder à la donnée. Alors, est-ce que c'est mieux? Voilà, parfait. Donc là, j'ai bien retrouvé ma personne et avec un lazy loading, Hibernate, il m'a chargé mes hobbies en plus de ma personne. Alors, je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. Donc, du coup, là, Hibernate, on peut voir, ça m'a fait 2 requêtes. J'ai eu mon premier select avec mon person ID, donc qui m'a recherché ma personne, et mon dernier qui, avec la table de jointure, m'a permis de récupérer mes hobbies à partir de mon person ID. Et donc, de compléter mon objet personne et le DTO que je peux retourner. Voilà. Donc ça, c'était vraiment, on est sur de la recherche de données, de la persistance. Je sais que mon modèle, il n'est pas très complexe,
On est quand même sur des choses quand même qui s'exécutent relativement rapidement. Donc, là, on a notre réponse, on est résilient, on est scalable. On va essayer de faire évoluer notre modèle. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma base relationnelle, je vais mettre en place un petit framework qui s'appelle Liquibase et qui va me permettre de faire évoluer mon modèle sans que j'ai réellement à coder les requêtes SQL qui permettent de le faire évoluer. Et c'est au lancement de mon application qu'un script va se lancer et mettre à jour mon modèle. Donc, ce que j'aimerais faire au niveau de mon Postgre, c'est rajouter une civilité sur ma personne. Donc, j'ai créé dans mon modèle le champ civilité et j'ai ajouté dans mon class path de mon application la dépendance Liquibase. Ici, dans mon application Spring Boot, je vais devoir lui dire où se trouve ce qu'on appelle le changelog Liquibase. C'est un fichier XML qui va me permettre de décrire les opérations que je vais faire sur ma base de données. Donc là, je vais créer un change set et avec une DSL assez simple, je vais dire que je vais ajouter une colonne dans la table personne. Le nom de cette colonne, c'est civilité et c'est un varchar de longueur 10. Donc là, quand je démarrais mon application, vous avez peut-être pu voir ici, là, j'ai une petite requête où j'essaye de chercher un database changelog, pardon. En gros, ce qui va se passer, c'est que mon application elle va se lancer, elle va loquer Liquibase au niveau de la base de données et elle va lancer les différents change sets pour mettre à jour ma base de données. Donc là, si je redémarre, il va se passer des choses en plus que de juste prendre le lock et de ne rien faire. On va avoir notre base de données qui va se mettre à jour. Voilà. Donc là, comme précédemment, j'acquiers mon lock et j'ai mon alter table qui va s'exécuter et qui va mettre à jour ma base de données, ce qui me donne ici au niveau de la personne une nouvelle colonne civilité telle que je l'ai décrite. Et mon application elle repart comme si de rien n'était avec ce nouveau champ et tout a été mis à jour et peut être utilisé directement. Dans mon Liquibase, ça se modélise de cette manière. Alors, juste une personne DTO. Je n'ai pas rajouté le champ civilité. Hop, je le rajoute et je redémarre rapidement. Et je crois qu'il faut aussi que je le mette. Et oui, dans mon update, sinon ça va servir à rien. Et allez, dans le create aussi. Hop. Donc le Liquibase, il s'exécute qu'une seule fois. Quand il a redémarré, là, il n'a rien exécuté de supplémentaire parce que dans mes tables qui ont été créées ici, là où il prend ses locks, il inscrit aussi ce qu'il a déjà fait. Et là, il va me dire, ah, le change set d'ID 001, il a déjà été exécuté et il a exécuté ce morceau de script, donc il a ajouté une colonne sur la table personne. Voilà. Donc il me dit tout ce qui a été fait, à quel moment ça a été fait, dans quelle version ça a été fait. Donc c'est comme ça, on suit un petit peu l'évolution de la base de données. Et cette méthode-là permet aussi un truc qui est super intéressant, c'est que si on veut recréer la base de données depuis zéro, et ben, sur une nouvelle instance d'un serveur, et il va repasser tous les changelogs et on n'a pas besoin de maintenir un script SQL de création du schéma de la base de données. Donc, pendant que mon application redémarrait, là, on va pouvoir voir que j'ai ma civilité qui s'est ajoutée. Et je vais pouvoir directement récupérer ma personne d'ID 6. On va voir qu'il n'y a pas de civilité. Voilà, elle est nulle. Et je peux modifier directement ma personne avec le web service de mise à jour. Donc, la personne 6, c'est toujours moi. Et ma civilité, c'est monsieur. Je vais mettre juste un M. J'exécute. Et là, je retourne au niveau de mes personnes.
Et j'ai ma colonne donc, qui n'a pas été persistée parce que je n'ai pas fait mon mapping depuis mon DTO. Donc, je vais le faire là rapidement. Alors, modifier personne update to personne Postgre. Hop, je set la civilité. Je vais le faire aussi à la création tant qu'à faire. Ça sera fait. Non, je suis dans Mongo. Pas... Donc là, j'ai mes deux modèles sont décorrélés. Hein, je n'ai pas rajouté au niveau du Mongo. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes données. Hop. Et là, avec le mapping, ça va être beaucoup mieux. Je t'interromps une seconde, Nicolas. On a Yannick qui demande si on peut avoir un peu plus d'infos sur l'utilisation du décorateur catch evict dans les contrôleurs. Je vais expliquer juste après Liquibase. C'est parti. J'y viens juste après. Donc, je refais ma mise à jour. Magnifique erreur 500. Alors, qu'est-ce que j'ai comme erreur? Ça, c'est parce que je t'ai interrompu, ça. Non, c'est parce que j'ai pas mon annotation qui permet de faire mon persistent bag, je pense. J'étais bien sur l'update. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ici que je voulais la mettre. Mais plus au niveau de mon contrôleur. Je vais faire un peu de ménage parce qu'il y a trop de monde d'ouvert. Hop. Donc là, vu que j'avais ajouté un hobby, j'avais besoin d'une transaction pour aller chercher mes hobbies, comme on l'a pu le voir pour le get tout à l'heure. Je redémarre une dernière fois et je passe à l'éviction au cache et à l'éviction de cache. Donc c'est une petite chose qui va être assez intéressante aussi. Voilà. Hop. Donc ma mise à jour. Voilà. Donc là, j'obtiens bien ma civilité et normalement, je suis tout bon. Au niveau de ma base de données, j'ai bien mon monsieur qui s'est inséré. Si je refais mon get ici sur la personne 6, j'ai bien ma civilité qui est arrivée. Voilà. Ça, c'était un petit tips pour les mises à jour. Liquibase, un truc bien intéressant et bien pratique pour la gestion des modèles et de ces mises à jour. On peut faire vraiment des opérations hyper complexes. Je vous inviterai pour ça à aller voir sur le site directement de Liquibase. J'ai déjà fait plein de recherches dessus parce que je l'ai utilisé récemment. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer vite fait la DSL. Bon, je vais faire comme ça. Groovy DSL. Bon, je n'ai pas vraiment d'exemple à vous montrer. Mais en même temps, j'aurais dû directement faire un truc dans ce genre-là. Voilà. Donc un modifying data type pour changer le type d'une colonne, par exemple. On peut vraiment tout faire. Donc, j'arrive là tout de suite. Du coup, je passe aux annotations là que vous avez pu voir. Donc, en fait, je l'ai mis sur ma recherche, donc sur le get. Voilà, ici. Non, je ne l'ai pas mis sur le web service, je l'ai mis sur le service directement. Donc, ça, en fait, c'est un cache local dans la JVM, un cache mémoire que j'ai monté qui va me permettre d'atteindre mes données encore plus rapidement sans exécuter la requête en base de données. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où j'ai récupéré je vais relancer l'application. Au moment où je récupère une première fois mon utilisateur, je vais le mettre dans un cache. Et tant qu'il n'a pas changé, au lieu d'exécuter la requête en base de données, je vais relire mon cache. Donc là, vu qu'on est au niveau de la mémoire, on n'a pas d'appel serveur, pas de latence réseau, rien du tout. Je vais tomber sur mon utilisateur directement. Donc là, si j'exécute, la première fois, on peut voir que je vais passer dans mon code, je vais faire la vraie requête en base de données et je vais obtenir mon résultat. Là, la deuxième fois, j'ai plus mon point d'arrêt qui se met en route. Je peux le faire 50 000 fois si vous voulez. C'est mon cache local de ma JVM qui va être lu. Et du coup, j'ai un accès encore plus rapide et des performances encore meilleures. Après, vous allez me dire, le truc, c'est si on met à jour la personne, faut que je vais relire ma base de données parce que sinon, je ne vais pas avoir les informations à jour. Donc, effectivement,
une fois que ma personne elle est dans mon cache que j'ai appelé cache user, si je fais une mise à jour, sur ce même cache, je vais faire une éviction, c'est-à-dire que je vais retirer via la clé du cache qui est l'ID de la personne, je vais retirer mon entrée et faire un vrai refresh. Donc, si je vais modifier ma personne avec mon web service, je remets ça. Donc là, aujourd'hui, c'est Nicolas Lenouvel, L tout court. Si je mets LLE et que je mets à jour, eh bien, je vais arriver dans ma méthode de modification qui va correctement s'exécuter. Et si je fais mon get, mon cache a été évicté et je repasse dans le get qui va lire la base de données, remettre à jour mon cache. Et là, les fois suivantes, rebelote, je ne fais que lire mon cache. Donc, c'est un exemple assez simplé, mais ça, c'est hyper utile pour toutes les données qui sont très statiques, à durée de vie très longue, et pour lesquelles on ne veut pas gaspiller une connexion à la base de données à chaque fois qu'on va faire un rechargement, par exemple, d'une liste qui est référencée dans une base de données. Donc là, on a une image mémoire. C'est vraiment quelque chose de très, très utile quand on veut être très, très rapide sur des chargements, par exemple, de listes qui font 10 000 entrées avec de l'autocomplétion, par exemple. C'est vraiment très, très, très utile dans ces cas-là. Ça, c'est fourni par Spring, toujours. Vous avez catch evict, catchable donc pour insérer, catch evict, et il y a cache put pour faire une insertion. Alors, il y a tout plein de nuances, hein, je les connais pas par cœur, mais vous pouvez vraiment jouer avec ces choses-là pour rendre plus performante, plus résiliente votre application. Ça se configure super facilement avec une base de 5 propriétés, avec le maximum d'entrées dans notre heap local, donc dans le cache local. Si ça dépasse, c'est ce qu'on écrit sur disque ou pas. Le time to leave, donc là c'est en secondes, ça fait 1 jour. Et le time to idle, c'est 1 jour aussi. Donc c'est le time to idle par rapport au time to leave, c'est au bout de combien de temps, si un élément n'est pas accédé, sera retiré du cache. Contrairement au time to leave. Donc si les deux sont égaux, ça revient en même, mais c'est quelque chose qui peut être configurable comme ça. Je vais vous montrer un exemple là. Je t'interromps juste un petit instant, Ouais. Nicolas. On a Ronan qui demande si c'est compatible avec plusieurs instances de serveurs pour une seule base de données. Alors, c'est local à la JVM, EH-cache. Ça, c'est un cache local du coup, mais il y a des caches partagés qu'on peut utiliser. Donc, avec EH-cache, il y a Terracotta. Et sinon, il y a une solution qui s'appelle Redis qui est super chouette. C'est une petite base de données qui est optimisée pour faire du clé-valeur, un peu comme un cache local comme on vient de voir, et qui, elle, est partagée entre plusieurs instances. Et avec Spring Boot, on peut faire du Redis. Et ça, c'est un truc qui est bien pour faire du cache partagé. Et au lieu d'avoir, par exemple, les mêmes valeurs sur les différentes JVM, là, on va partager les mêmes valeurs entre les différentes JVM. Donc, c'est une solution Ok. qui peut être étudiée aussi, qui est hyper performante, vraiment. Et ben, on a un Ronan qui te remercie. Et Joseph, alors ta question était beaucoup moins synthétique, mais j'ai l'impression que tu mettais après que c'était la même qu'au Ronan. J'espère que ça a répondu aussi, sinon tu n'hésites pas à préciser. Et puis de mon côté, je te laisse poursuivre, Nicolas. Ça marche. Ouais, donc là, je voulais faire une petite démo pour vous montrer le max entries dans le cache. Donc, je vais redémarrer avec une seule entrée dans le cache. Donc, c'est vraiment absurde par rapport à notre exemple parce qu'on est censé avoir plusieurs utilisateurs. Donc, je vais en créer un deuxième. Et ce qui va se passer, c'est que le cache, il ne va pas arrêter de se charger, décharger en permanence. Mais par exemple, quand vous avez une liste de 10 000 entrées, avoir une seule entrée dans le cache, ça permet d'optimiser aussi la mémoire de la JVM en disant il n'y aura vraiment qu'une seule entrée à ce moment-là. Donc là, j'ai fait mon get, rechargement réel. Donc là, quand je réexécute, il ne se passe rien. Je vais créer une deuxième personne. Donc, je vais mettre que des données bidons pour aller plus vite. Elle a l'ID numéro 7. Donc là, dans mon get, j'ai toujours l'ID numéro 6. Si je mets l'ID numéro 7, il va la charger dans le cache. Je ressors, j'ai bien ma personne numéro 7. Mais vu que j'avais qu'une seule entrée, en théorie, il a dû sortir ma personne numéro 6 et il doit recharger une nouvelle fois la base de données. Donc, j'ai bien qu'une seule entrée dans ma JVM qui est la personne d'ID numéro 6.
Pour finir, sur les dernières minutes, je vais essayer de vous montrer très très rapidement la tête que ça a au sein de la JVM avec une petite J-console. Je vais me mettre sur mon appli Spring Boot, je crois que c'est celle-ci, parce que tout ça est exposé, bien sûr. Et c'est ça qui est super chouette aussi. On va avoir des statistiques sur mon cache user, par exemple, sur le nombre de fois où on a eu le hit. Le hit, ça veut dire le nombre de fois où il a été utilisé à la place de faire le vrai traitement derrière, avec le pourcentage de hit et toutes ces choses-là. La configuration actuelle du cache, avec les différents attributs dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, avec le time to live, le max entries local heap. Et ce qui est super chouette, c'est qu'on peut le changer en fait à chaud dans la JVM. Et en théorie, si je ne me trompe pas, je suis censé pouvoir voir. Eh ben non, on ne peut plus le voir. Je voulais vous montrer le contenu en fait de mon cache en live. Ah bah si, je vais pouvoir le voir du coup. Normalement, si je mets numéro 6, ouais, super, null pointer exception. Ah non, c'est le nom de mon cache, pardon. Tant pour moi, users. Bon, j'ai un problème de marshalling. Tant pis, effet démo. Et on peut voir le contenu du cache directement ici. Si je ne me trompe pas, mais j'ai pas dû activer Actuator de Spring Boot. Je crois qu'on peut voir les contenus de cache aussi. Il est là. Mon Swagger, vite, vite, avant qu'on finisse. Actuator / catches white label error. Ouais, je ne l'ai pas activé du coup. Je n'ai pas l'autorisation d'y accéder. Mais bon, c'était pas le but forcément de ce qu'on faisait aujourd'hui. Ça aurait été marrant de pouvoir le voir. Voilà, ma démo touche à sa fin. On a un petit peu de temps pour discuter si vous voulez. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. C'était cool. On a Soraya qui nous rejoint. Ah ben non, une deuxième Soraya, visiblement. On avait déjà une première Soraya. Une autre Soraya qui nous rejoint un petit peu sur la fin. Ben merci tout le monde. Je vais vous laisser, si ceux qui souhaitent réactiver vos micros, vous pouvez le faire dorénavant de manière totalement libre pour pouvoir échanger avec Nicolas. Ben, j'en profite pour vous dire qu'on essaiera de mettre cet épisode un petit peu plus tôt que d'habitude en ligne sur la chaîne YouTube. On essaiera de le mettre d'ici demain pour pallier ce petit souci de lien qui a fait qu'on était quasiment qu'entre nous ce soir. Merci aux nouvelles et aux nouveaux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas, hein, tous les anciens sont dispo sur la chaîne YouTube. Je vous avais mis le lien dans le chat. Je vais vous le remettre d'ailleurs. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à vous abonner sur la chaîne YouTube. C'est vraiment la récompense. C'est ça qui nous permet d'avancer. Voilà, et puis ça vous permettra d'être au courant de tout ce qui sort les prochains temps. C'est à vous. Je vous laisse échanger avec Nicolas pour ceux ou ceux qui auraient des questions. S'il n'y a pas de questions, je Euh, retourne sur mon HK. Je vais vraiment essayer de le faire fonctionner. Voilà, super. Bon, c'est une représentation assez primitive. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là. Je vais refaire une petite opération et je vais remplir mon cache. Hop, avec ma personne numéro 7. Hop. Est-ce que j'ai quelque chose de beaucoup plus chouette ou pas? Ah. Hop, /actuators/cache. C'est actuator caches. Oh. Ouais, bon, ça donne pas énormément plus d'informations. Bon, voilà. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, moi j'ai
J'ai fini mon petit live coding. Allez, on a peut-être Pauline qui vient d'activer son micro. Salut Pauline. Salut, salut. Bah, c'était très intéressant. Du coup, oui, je voulais savoir, c'était au niveau d'Actuator, qu'est-ce que vous pouvez voir comme info au niveau du cache? Est-ce que ça permettait de voir la performance et sinon, comment on a d'autres moyens de voir la santé justement des web services et comment ils sont sollicités ou pas? Plus précisément, du coup, chaque hit, chaque chose comme ça. Sinon, très intéressant en tout cas, merci. Merci. Ouais, il y a plein de trucs avec Actuator. Déjà, il y a info qui peut servir pour savoir si votre appli elle est up ou pas et qui vous donne la version de votre application. Il y a else qui va aller un peu plus loin, qui va vous dire si c'est up. Et ça, le up, c'est si aussi toutes vos dépendances sont up. Si le Mongo, par exemple, il est KO, il va vous dire done. Si le Postgre il est KO, il va vous dire done aussi. Ça peut être c'est vachement intéressant. Si je recharge, j'ai pas mes web services qui sont activés, mais ça a évolué il y a pas très très longtemps. Ils ont rajouté plein de points d'entrée. Alors, je ne sais pas si je peux avoir la liste ici. Actuator, web service. Je ne sais pas si je vais avoir la liste. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Je sais qu'il y a Beans aussi. Il y a moyen de faire un heap dump. Donc Beans, bon, là c'est immangeable, mais c'est la liste de tous les beans qui sont présents dans l'application. Il y a moyen de faire aussi un heap dump. Spring Boot Actuator. Je ne sais pas si je vais réussir à vraiment avoir toutes les listes sur Baldung. Ouais, là, ici, c'est un peu plus complet. Donc, il y a les properties qui sont configurées. Alors, ça peut être intéressant pour savoir dans quel état est une application. Bon, après, il faut réussir à le lire. Il faut le mettre en forme, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est intéressant? On peut gérer les loggers pour changer les niveaux de log. Voir les tâches cédulées. On peut couper l'application, donc via un web service. Ça peut être sympa aussi. Je te coupe, mais pour les loggers, du coup, c'est possible en fonction en fonction des environnements, c'est ça? On peut en mettre différents levels en fonction des environnements, si on en a plusieurs, ou des serveurs d'ailleurs, enfin, des répliques. Ah oui, oui. Là, en fait, je suis sur mon instance directe, hein. Si j'ai un autre réplica, enfin, si c'est étendu, ça ne sera pas sur la même machine ou pas sur le même port, par exemple. Donc oui, ce sera Oh, par serveur. super. Et même Et, générer. Ok. après, qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? Enfin, c'est vraiment assez étendu. Sur le logfile, j'ai pas accès. C'est vraiment assez étendu. Après, les loggers, bon, là, on en a toute une liste. Il faut savoir que normalement, au niveau JMX, est-ce que j'avais coupé? Non, je n'avais pas coupé. Je pense que j'ai changé de PID. Il faut le temps que Magic Console se réveille. Hop. Donc, là, normalement, c'est. Ah, voilà, déjà, mes endpoints, là, bon, je les ai ici, pour info. Mes loggers ici, j'ai des opérations que je peux faire directement. Par exemple, on peut le faire par package, comme Proxiat, Dimo. Tout de suite, là, j'ai pas de logger particulier dessus. Mais je peux lui dire, par exemple, de se mettre en debug. Je l'ai seté. Bon, il me dit que mon logger n'existe pas. Hop. Bon, cette fois-ci, j'ai une exception. Mais bon, ça permet normalement de le configurer via JMX. Après, pour tout ce qui est pour au niveau Spring Boot, il faut vraiment lire la doc, c'est plutôt bien fait, quoi. Le thread dump, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, salut, c'est Joseph de Strasbourg. Bah, pas de question particulière, mais juste merci pour la presse. Moi, perso, je suis en train de me former sur Angular et j'apprends aussi un peu à faire du Spring à côté. Bon, pas du tout le même niveau, hein, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir finir tout pile dans le timing. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Vous n'hésitez pas à nous laisser un petit chiffre dans le chat entre 1 et 5. 1 étant, j'ai vraiment perdu mon temps, et 5, j'ai appris plein de trucs. Ça nous permet, nous aussi, de voir où on se situe et de nous améliorer. Encore une fois, le replay est disponible dès demain, normalement, sur YouTube. Et puis, j'espère vous retrouver très vite. On se revoit dès la semaine prochaine avec un nouveau Proximon Day où ce sera mon collègue et néanmoins ami Laurent qui officiera à la manœuvre. Merci encore Nicolas et on se retrouve très bientôt le mois prochain probablement pour l'épisode 3. Ça marche. À plus À tard. bientôt tout le monde, bonne Salut. soirée.